Scott Pilgrim Takes Off, une série animée produite par le studio d'animation Science Saru, qui reprend l'intrigue déjà délirante du film Scott Pilgrim contre le monde, une dinguerie pour l'époque, avec une histoire alternative à l'image d'un what if bien déjanté, et aussi le premier animé dont j'ai bissé chaque épisode avant de passer au suivant, tellement il fourmille de détails, de gags et d'easter eggs tirés de la pop culture que je ne voulais surtout pas manquer. C'est donc sur cet ovni se démarquant des classiques de l'animation japonaise que j'aimerais me pencher aujourd'hui en revisitant avec vous les moments phares de ce grand hit canadien. Prêt pour le décollage? C'est parti! Elle a moto en 50,000, elle est comme à ta couleur. Eddie Jones, Eddie Jones, Eddie Jones, la partie de Kajos. Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Avant de commencer la review, il faut avouer que je serais passé à côté de cette dinguerie si le nom de la série ne m'avait pas évoqué ce film déjanté que j'avais suivi une bonne dizaine d'années avant. C'est donc avec de vagues souvenirs de ce dernier que j'ai commencé mon visionnage quand les premières scènes m'ont arraché un sourire avec les post-its de présentation des personnages et des éléments de leur quotidien ainsi que leurs répliques cinglantes qui montraient qu'on est bien loin du délire japonais. Puis quand j'ai entendu Toronto, au Canada, il n'y a pas si longtemps. Car oui, j'ai tout suivi en VF et c'était tellement impeccable que je n'ai pas pensé à un seul moment switcher dans une autre langue. J'ai compris que j'allais me marrer tout le long. Et je n'ai pas eu tort. Des membres de son groupe de rock désabusé, à sa copine lycéenne totalement à l'ouest, chacun avait son mot pour faire rire. Puis s'est enchaîné la soirée chez Julie Powers, tellement elle méprise Scott, avec sa rencontre maladroite avec Ramona qui était assez marrante. Pourquoi tu lui parles de Sonic, mec? Pour le coup, sa stratégie pour la revoir était plutôt bien pensée, bien qu'assez perchée, avec un habile placement de produits de Netflix, rappelant les débuts du géant du streaming. Surtout que dans le film, Ramona livrait plutôt pour Amazon. Le premier date des deux tourtereaux était assez sympa, surtout la manière dont il a fini, tellement que la série n'a pas manqué de mentionner que ce genre d'occasion n'arrive qu'une seule fois dans une vie. Et jamais pour ceux qui suivent des reviews d'animés sur internet. Après une première apparition du boss final du film qui en jette grave dans son QG, on termine sur le concert du groupe de Scott où Matthew Patel fait une entrée remarquable avant d'entamer son combat contre Scott qui avait snobé sa lettre de défi. Grande fut ma surprise quand il a battu Scott, marquant le point de divergence de l'intrigue de l'animé d'avec le film dont elle adaptait fidèlement les scènes jusque-là. C'est ainsi que démarre le deuxième épisode qui instaure des patterns assez sympas qui se répéteront dans le reste de la série, à commencer par le titre de l'épisode qui s'affiche à chaque fois dans un style de jeu rétro et le délire de Ramona qui change de teinte de cheveux à chaque début d'épisode. Au passage, c'est possible de le faire aussi souvent sans avoir des effets secondaires et avant de continuer, j'aimerais saluer le style graphique des personnages en mode chibi que j'adore et qui reprend les chara design du jeu vidéo sorti à la même époque que le film, qui doit lui-même s'inspirer des designs du comic d'origine. Bref, c'est ainsi qu'au début du deuxième épisode, on retrouve Matthew Patel qui, malgré sa victoire, est snobé par tout le monde. Quelqu'un a filmé le combat? Vous partez? Il y a un after? J'étais mort de rire. Pauvre Knives qui à son réveil apprend que son petit ami est mort sans savoir que ce dernier l'avait trompé. Puis vint la séquence lunaire de la messe d'enterrement de Scott où à part Knives, Ramona et Steven, tout le monde s'en battait les couilles de lui. Comment tu te sens? Moi, j'aime bien m'habiller en noir. Et cerise sur le gâteau, la star Envy Adams qui vient faire son show à l'enterrement du gars. Le monde est méchant. On fait ça. Bref, dans la suite de l'épisode, on change totalement d'ambiance avec la réunion des ex maléfiques et le coup d'état de Matthew Patel qui a donné lieu à l'un des meilleurs combats de la série. Gideon Graves contre Matthew Patel. Combattez. De la phase de versus fighting au délire des jeans de Matthew jusqu'à son éveil en mode Seigneur Shiva, sans oublier la référence à Slam Dunk, les réalisateurs n'ont pas manqué d'imagination pour nous faire triper. Et encore une fois, l'antagoniste qui a eu le moins de temps d'écran du film vole la vedette au grand méchant sous les applaudissements des autres membres de la ligue qui envoient Gideon chier comme jamais.
t'emmerde. Dans le troisième épisode, on retrouve Ramona qui enquête sur la disparition de Scott auprès de cette aigrie de Julie Powers qui ne peut pas aligner deux phrases sans se faire censurer. Comment tu fais ça avec ta bouche? On y apprend aussi que Knives est une sorte de génie de la musique qui nous offre avec Kim un instant de pure vibe. La discussion entre cette dernière et Ramona dans le vidéoclub sur son passé avec Scott était assez touchante avant l'arrivée de la Kunoichi Roxy qui nous a offert avec Ramona un autre combat d'anthologie. Roxy Richter contre Ramona Flowers. Les meufs se fightaient littéralement dans les différents univers des films du vidéoclub avec lesquels les viewers pouvaient interagir. J'ai dit que cette série était perchée. J'ai bien aimé la conclusion plutôt mature de leur affrontement avec Ramona qui s'excuse pour le mal qu'elle lui a fait. C'était aussi marrant de voir Roxy essayer de retenter sa chance juste derrière pour pécho ensuite leurs camarades de Cosette. Enfin un animé où les protagonistes vont au bout des choses sans détour. Petit coup de cœur également sur la fin de l'épisode où Gideon, dont on croyait l'arc narratif terminé, rentre chez Julie Powers, son crush d'enfance, pour le meilleur et pour le pire. Le quatrième épisode commence fort avec la séquence de parcours de Lucas Lee, rythmé par son thème délirant, illustrant parfaitement le gros melon du mec. I'm at the pool hall and this girl comes up, she's all like, and I'm like, yeah, whatever. Son train de vie d'acteur richissime est également mis en relief avec ses bêtises successives qui mettaient sa carrière sur la sellette. Quoi de mieux pour introduire le sujet principal de l'épisode, le tournage du film qui a inspiré leur animé avec les rôles principaux joués par d'autres personnages de la série. D'où tu parodies l'œuvre dont tu es tiré. Déjà que le pitch de base n'annonçait rien de normal avec cet idiot de Young Neil qui devient scénariste du jour au lendemain grâce à un scénario écrit par Un fantôme de l'espace qui prend ma place la nuit. En tout cas, c'était assez marrant à suivre avec Ramona qui poursuit son enquête en parallèle en allant interroger Lucas Lee qui semble être passé à autre chose. Un point que j'ai beaucoup apprécié chez les ex-maléfiques de cette adaptation animée. La suite est tout aussi tordante avec Wallace Wells qui volait le rôle de l'autre pervers. Lui aussi, il a un melon mais astronomique. Vous avez déjà fait du cinéma? J'y ai pensé un temps, mais j'avais peur d'être trop bon. Et qu'un scandale débile mettait fin à la carrière de Lee. L'acteur qui joue Scott Pilgrim sort avec une actrice qui joue une lycéenne. Mais elle a 31 ans en vrai! Ce qui a rameuté une armée de paparazzi dont je n'ai toujours pas compris le délire, mais dont j'ai adoré la course-poursuite / beat'em all avec l'acteur, avec une myriade de références au cinéma hollywoodien. La fin de l'épisode était tout aussi belle que la précédente, avec Lucas Lee qui avoue à Ramona que c'est sa trahison qui l'a motivé à devenir l'homme accompli qu'il est aujourd'hui. C'est ainsi qu'il recommence tout à zéro en volant le skate d'un môme pendant que l'ex-maléfique vegan fait son entrée en mode Super Saiyan. L'épisode suivant reste dans le cadre du plateau de tournage du film avec tout l'épisode filmé à la première personne, tel un making-of avec des passages au confessionnal. Mention spéciale au clin d'œil à la séquence du film avec la musique la plus badass. Comme d'habitude, Young Neil brille par son intelligence. J'irais même jusqu'à dire que Toronto est un personnage du film. Ah oui? Il a dit ça? Mais ils ont pris qui pour jouer Toronto? Et l'anime continue de jouer avec les codes du cinéma, avec Ramona qui joue sa propre doublure. Vous êtes la doublure de Ramona Flowers et vous vous appelez aussi Ramona Flowers? Puis le tournage est parti en couille avec Todd et Envy qui au lieu de s'en tenir à leur rôle n'arrêtaient pas de s'embrasser. Puis avec Wallace qui détourne ce dernier pour
l'embarquer dans une romance gay qui finit par le briser. Je n'arrive toujours pas à me faire à cette manie qu'a le cinéma américain de promouvoir l'homosexualité et de transformer les hommes en des lopettes. Même si cette fois c'était marrant. La revanche de la petite amie lésée était lunaire. Wallace Wells contre Envy Adams. Combattez. Qui a dit ça? Personne. Encore un combat magnifiquement exécuté. Dommage pour l'enquête de Ramona qui piétinait, quoiqu'elle ait eu une nouvelle piste à explorer, pendant que le nouveau riche Matthew Patel vivait sa meilleure vie. On a au moins une happy end à la fin de cet épisode où Knives et Steven, visiblement les seuls qui sont à l'affût des opportunités, décrochent une entrevue avec le nouveau PDG pour lui présenter leur projet de comédie musicale. L'épisode 6 démarre sur les chapeaux de roue en parodiant cette fois-ci les animés de shoujo bien niais avant d'enchaîner sur la bromance débile entre Lucas lié Gideon aka Gordon Goose. J'étais plié en deux. Comme toujours, Julie Powers, dont ils ont saccagé l'appart, reste excellente dans son aigreur. Je reviens tout de suite, mon chéri. C'est toi qui vas me manquer. Et le duo Knives-Steven bosse sur leur comédie musicale après avoir convaincu Matthew Patel de les financer. Ils l'ont surtout brossé dans le sens du poil. C'est ainsi qu'on a enfin des informations concrètes sur la disparition de Scott, qui aurait été enlevé par le robot vegan des jumeaux Katayanagi. Un robot vegan. Je ne saurais dire si c'est une idée débile ou une idée de génie. Chapeau à la fin inattendue de l'épisode où Scott apparaît comme une fleur et révèle que c'est lui qui a fait le coup. Ça, c'est du cliffhanger de bâtard. J'ai adoré le délire méta que prenait la suite de l'intrigue dans l'épisode 7 où on rencontre l'instigateur de tout ce bordel, le Scott du futur qui n'arrivait pas à digérer sa rupture avec Ramona. Pire que les ex maléfiques, le mec. Mention spéciale au titre de l'épisode qui est un clin d'œil au titre du deuxième Fast and Furious. La vibe post-apo de leur futur était un peu déroutante, quoique c'est très probable que le nôtre y ressemble, et j'ai surkiffé la séquence dans la villa de Wallace, enfin de son mari qui bosse chez Nintendo, où Scott squattait. Un vrai cassos, le mec. C'est là que je suivais l'épisode peinard et j'entends ça. J'ai crié What? D'où ils sortent ce son? Pour vous mettre dans le contexte, il vient d'un vieux clip tiré des OAV Bubblegum Crisis qui passait en boucle sur la chaîne manga entre deux animés. Ah, la belle époque, les vrais s'en souviendront. Ce son dégageait toute la magie de la vibe city pop. Pour le coup, cet easter egg m'a vraiment touché. Scott va alors à la rencontre de la Ramona du futur qui pète la classe et qui révèle que c'est elle qui a transmis l'histoire du film à Young Neil. De quoi contrecarrer le plan débile du vieux Scott. Elle tient à notre cassos, mine de rien. C'est donc après une énième référence à l'univers de Nintendo, Comme ce célèbre détective. Colombo? J'allais dire Pikachu, mais... qu'elle ramène le jeune Scott à son époque en mode retour vers le futur. La classe. J'ai aussi beaucoup aimé les explications entre Scott et Knives où la petite fait preuve d'une grande maturité. Puis se présente le problème du mystérieux champ de force qui empêche nos deux tourtereaux de s'embrasser, nous amenant à la scène finale de l'épisode, l'avant-première de la fameuse comédie musicale où chacun des ex fait son entrée en mode badass as fuck sous une OST dark électro à la Devil May Cry. De quoi introduire un final des plus explosifs. Le dernier épisode est l'apothéose de ce joyeux bordel avec un titre raccord avec celui du film et du jeu. La boucle est bouclée. On commence par Scott qui se fait snobber par tous les ex de Ramona.
heureux de savoir qu'ils ont une vie. Puis on enchaîne sur le spectacle qui est une réussite, vu la manière dont il émeut toute l'assemblée, avant d'être interrompu par le vieux Scott, qui 10 ans après, n'avait toujours pas digéré son gourmet. Il va sans dire que le combat contre ce grand méchant inattendu était exceptionnel, avec l'intégralité du cast qui s'est illustré avec brio, et le vieux Scott qui n'a pas démérité avec son mode Berserker Street Fighter. Après qu'il les ait tous défoncés, la vieille Ramona fait une de ses entrées dont elle a le secret et se met à le sermonner. 10 ans sans se voir, et même pas un texto. Pendant ces 10 ans, toi tu ne pouvais pas l'appeler. Ah, les femmes, toujours à attendre qu'on déroule le tapis rouge pour elle. Et le vieux Scott le lui a bien fait comprendre. Allez, fuyez! Comme d'habitude, fuyez ceux que vous aimez! Ramona réalise alors l'erreur qu'elle n'a cessé de répéter dans toutes ses relations et fusionne avec son alter ego pour devenir Super Ramona. Oui, et le 3. Après avoir renvoyé le vieux détraqué chez lui, elle brise la barrière anti-kiss et donne à leur couple la chance de mieux faire. C'est ainsi que la série se termine sur une happy end pour nos deux tourtereaux, ainsi que pour Matthew Patel qui a réalisé son rêve de devenir une star de Broadway, et pour Gideon qui récupère son empire. Bande de maléfiques. Les Sex Bob-Omb deviennent enfin un bon groupe avec l'intégration de Knives, et le duo de musiciens compose même pour Envy Adams. Ramona semble s'être prise d'affection pour son rôle de cascadeuse au cinéma. Young Neil est toujours autorisé dans l'enceinte du studio, c'est déjà ça. Et Todd a repris sa vie en main avec sa nouvelle supportrice Roxy. En ville, Netflix obtient sa victoire contre les vidéoclubs et Lucas Lee s'éclate dans son nouveau job de barista du café du coin, ce qui ne semble pas déplaire à la sœur de Scott. Wallace de son côté découvre enfin l'amour. Les étincelles, ça existe? Pendant que dans le QG de Gideon, deux esprits tordus les épiaient pour le meilleur et pour le pire. C'est en écoutant l'ending de cet épisode que j'ai réalisé que le Combattez! était en fait une référence à Mortal Kombat. C'est cet ultime choc qui m'a fait comprendre que cette série était ma meilleure découverte de ces dernières années.